Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce mardi 28 janvier. Toute l'actualité près de chez vous, reportages, invités, découvertes et votre météo à venir. La cérémonie de vœux de la direction de la Sûreté publique a eu lieu ce matin. Éric Arella, le patron de la police monégasque, sera notre invité dans un instant pour parler bilan et perspectives. La réunion en ce début de semaine à Monaco des directeurs des offices de tourisme européens placés sous le signe du partage d'expériences et puis pour parents et enfants, toujours pertinent de se rendre au Forum des séjours linguistiques. Les sports, avec une semaine riche en événements, demain soir. Tout d'abord en football, l'AS Monaco va tenter de s'offrir une qualification directe pour la phase finale de la Ligue des Champions sur la pelouse de l'Inter Milan. Et en rugby, le MR7, lui, le Monaco Rugby 7, prépare à la maison la grande finale du championnat de France du Super Sevens à Paris ce samedi. Haute sécurité, prévention, ambition, surveillance, vigilance de tous les instants, contrôle routier renforcé. Éric Arella, le contrôleur en charge de la Sûreté publique, a présenté ses vœux ce matin en présence notamment du prince souverain. Il est notre invité ce soir. Éric Arella, bonsoir à vous. Bonsoir. Cérémonie importante, toujours pour planter le décor, pour revenir à ce qui est passé l'an dernier. C'est le bilan lors d'une cérémonie des vœux. Et on parle aussi, bien sûr, présent et objectif. Une cérémonie des vœux où on s'aperçoit qu'ici, il fait toujours bon vivre à Monaco et surtout en parfaite sécurité. Effectivement, pour moi qui viens d'une région très agitée, la région marseillaise, que je ne veux surtout pas dénigrer aujourd'hui, je pense qu'on peut dire qu'à Monaco, on est dans un niveau de sécurité tout à fait assuré. Vous voulez dire qu'il est très élevé ? On a connu pour l'année écoulée une petite augmentation là, de la délinquance, qui est de l'ordre de 4,10%. Mais c'est beaucoup moins de 1000 faits sur toute l'année qu'on continue. Et c'est une augmentation de 35 faits. Donc cette augmentation, elle est surtout due à une petite augmentation du nombre de cambriolages qu'on a connu notamment au cours de l'été dernier. On a eu effectivement une petite flambée. Alors, avec une petite flambée, on est passé de 17 faits de cambriolage contre 11. Voilà, les chiffres sont en légère augmentation, mais restent vraiment très modestes. Si on reste dans ce domaine, Éric Arella, on s'aperçoit qu'il y a de nouveaux moyens maintenant pour aller plus vite avec l'intelligence artificielle, par exemple. Je m'avance un petit peu, j'attends votre réponse, mais par exemple, la reconnaissance faciale, c'est quelque chose qui peut vous aider ? Oui, j'ai pu l'indiquer ce matin. On a l'avantage à Monaco d'avoir effectivement des moyens tout à fait à propos. Vous savez qu'on dispose près de 1300 caméras. Donc c'est quelque chose qui est effectivement très important pour les 2 km². On a surtout l'avantage d'avoir une belle réactivité et des logiciels d'analyse qui sont très performants. Qualité d'image, logiciel d'analyse. Il est vrai que si on disposait aussi de la reconnaissance faciale, quand on voit l'aggravation des faits de délinquance dans le monde qui nous environne, je pense que ce serait quelque chose qui serait tout à fait judicieux sur la principauté. Oui, vous l'avez dit avec ces caméras et cette reconnaissance possible, même si on met des masques, même si toujours les voleurs sont très astucieux, comme vous l'avez constaté cette saison. Bien sûr. Il faut être vigilant à tous les niveaux, surveiller les écoles, c'est important pour vous aussi. Pour nous, l'important, c'est effectivement de maintenir ce haut niveau de sécurité à Monaco, de garder un lien le plus étroit possible avec la population monégasque. C'est quelque chose qui, pour nous, est un postulat de base. Dans cela, effectivement, il y a la proximité sur les abords et dans les écoles. C'est quelque chose que nous faisons en sorte de préserver. Vous savez qu'on a des réservistes à cet égard qui s'attachent justement à assurer cette sécurité. Nous savons que c'est très apprécié. On va nécessairement le continuer. Tout comme l'accueil des résidents, qui est aussi un des fers de lance. Ça fait partie de nos objectifs. Là, actuellement, on a presque 25 000 demandes, alors pour la moitié qui concerne effectivement les demandes de cartes de séjour, le renouvellement de ces cartes de séjour. Donc l'avantage de notre nouveau bâtiment inauguré il y a 1 an nous permet de faire un accueil de bonne qualité. Il nous reste simplement à maintenir ce cap. Peut-être améliorer encore nos délais d'obtention justement de ces cartes de séjour, mais on est dans des conditions d'accueil qui nous paraissent déjà très satisfaisantes. Personne n'est resté insensible, Éric Arella, aux accidents survenus sous le tunnel notamment de Monaco. La sécurité routière, c'est un vrai débat, comme tout ce qui est dérive au volant, bien sûr. Et de plus en plus de contrôles ont été effectués. On va continuer dans ce domaine ? Totalement. On a eu un bilan en hausse, plus de 6% d'augmentation du nombre d'accidents corporels, 161 au total. Alors, outre le nombre, c'est surtout la gravité qu'il faut stigmatiser. On le voit bien, les causes sont bien connues,
On a une consommation d'alcool excessive qui est associée à une vitesse excessive quand ce n'est pas une consommation de produits stupéfiants qui s'accompagne de tout cela. On a vraiment une gravité là, qui s'accentue et qui justifie en tout cas, et vous le savez, le gouvernement princier l'a annoncé en fin d'année, qui justifie de mesures que nous sommes en train de réunir et qu'on devrait proposer, que le ministre de l'Intérieur devrait pouvoir proposer dans quelques jours. Ouais, dans quelques jours, hein, ou quelques heures, ou quelques mois, ça peut aller très très vite de votre côté ? La mise en application ? Il y a besoin d'un arsenal législatif un peu différent qui nous permet, ce qui n'est pas le cas à Monaco, de faire des contrôles inopinés en la matière. Le projet législatif vise à créer de nouvelles infractions, vise à aggraver les infractions existantes et nous donner cette capacité surtout de pouvoir faire des contrôles d'initiative. Prudence, hein, toujours dans les rues de Monaco, vous le savez, beaucoup plus de contrôles, des textes de loi qui vont arriver, l'utilisation peut-être de radars différents. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver dans un pays. Il y a toujours des événements. On a vu que le rallye Monte-Carlo, bientôt sera le Grand Prix. Il y a des événements également dans les salons automobiles. Il y a toujours une façon de contrôler plus ou moins bien. Est-ce qu'on arrive, encore une fois, à parler de haute sécurité à Monaco? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut mieux contrôler à Monaco par rapport à vos diverses missions passées? Je pense qu'on peut dire sans nuance que Monaco garde un haut niveau de sécurité. C'est vrai que la police est très chargée et très prise par l'événementiel, très important. On a cette capacité en tout cas de gestion, on l'a démontré à travers les années précédentes. On a de nouveaux objectifs pour l'année qui vient, mais pas d'inquiétude majeure à cet égard. Le grand objectif pour vous qui venez d'arriver ici en Principauté, ce serait lequel ? Il y en a deux, c'est vraiment maintenir ce haut niveau de sécurité et deux, garder un lien avec la population monégasque le plus proche possible. C'est pour nous quelque chose qui est un postulat de base. Mais on n'oublie pas, peut-être pour conclure, les liens également avec la justice, hein, comme les encours des avoirs criminels, c'est quelque chose qui est très important ici. Nous avons effectivement un encours d'avoirs criminels saisis de plus d'un demi-milliard, hein, c'est un chiffre considérable. Vous savez qu'on s'inscrit, comme toute l'administration monégasque, dans le respect des recommandations qui nous ont été faites par le GAFI et Moneval. Et c'est vraiment aussi un des gros enjeux dans lesquels nous participons grandement, notamment aux côtés et en lien avec la justice. Et pour conclure, Eric Arella, on peut aussi parler, parce que vous avez beaucoup parlé de proximité avec la population, on parle toujours de prévenir la population. L'attractivité du métier, c'est quelque chose qui est intéressant aussi, c'est quelque chose dont vous souhaitez peut-être évoquer avec nous quelques grandes lignes aujourd'hui. C'est un métier qui attire encore aujourd'hui, qui peut encore plus attirer ? Alors c'est un métier qui attire, mais qui peut encore mieux attirer effectivement. Hein. Ça fait partie de l'attractivité au métier de la police monégasque. C'est quelque chose qui constituera un des fils rouges de mon action. Hein. Vous savez qu'actuellement on a près de 40 agents et lieutenants en formation. On a des capacités d'accueil et de formation qui sont très intéressantes. Et je pense que nos jeunes auraient intérêt à se diriger aussi vers ces métiers d'autorité, de sécurité et de service auprès de la population. C'est quelque chose qui peut séduire en tout cas nos jeunes. Avec une je les y engage en tout cas vivement. Vivement. Et avec une belle évolution de carrière dans votre corporation ? Avec une évolution de carrière qui est toujours intéressante. Vous êtes combien aujourd'hui à la direction de la sûreté publique ? La direction de la sûreté publique comporte actuellement 620 personnels, dont plus d'une centaine de femmes. Avec tous les métiers qui sont représentés, du renseignement, de la police judiciaire, de la police urbaine, de la sécurisation. Vous avez des métiers de terrain, des métiers de bureau, des métiers de police technique scientifique. On a de quoi, on a une panoplie qui est telle que nos jeunes peuvent s'épanouir dans ce métier d'autorité. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres ce soir et encore tous nos meilleurs vœux pour 2025. Bonsoir à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée. La ministre d'État par intérim, Isabelle Béraud-Amadei, a présidé une nouvelle réunion stratégique de haut niveau dédiée aux mesures à adopter pour mettre en œuvre les recommandations formulées par le GRECO, le groupe d'État contre la corruption, dans le cadre du 5e cycle d'évaluation relatif aux hautes fonctions de l'exécutif et aux services répressifs. Au cours de cette séance, le périmètre et les missions du comité de pilotage de haut niveau ont été examinés. Un tableau de bord détaillant les mesures concrètes adaptées aux spécificités de la principauté, ainsi qu'un calendrier d'exécution pour l'année 2025, a également été adopté. Ces actions témoignent de l'entière mobilisation de l'ensemble des autorités monégasques concernées et de leur détermination constante à garantir que la principauté réponde aux recommandations formulées par le GRECO dans la continuité du travail déjà accompli jusqu'à présent. La 4e réunion de la commission consultative des archives d'intérêt public s'est tenue aujourd'hui au ministère d'État,
le rapport d'activité de l'année 2024 de la mission de préfiguration des archives nationales et du service central des archives et de la documentation administrative qui lui est rattaché a été présenté aux membres de la commission. Ils ont pu constater la grande diversité des actions menées l'année dernière. L'accent a également été mis sur le bond en avant réalisé en termes d'offres de formation aux archivistes de la principauté, mais aussi de collecte d'archives privées à titre gracieux ou onéreux, de numérisation, restauration et inventaire des fonds conservés. Par ailleurs, le dépôt récemment d'une partie des archives patrimoniales anciennes du Conseil national a été acté, tout comme la nécessaire articulation entre protection des données personnelles et archives patrimoniales. En sport, en football, l'AS Monaco FC affronte demain l'Inter Milan au stade Giuseppe Meazza à San Siro en Ligue des Champions. Les Monégasques ont effectué aujourd'hui un tout dernier entraînement à la Turbie avant de s'envoler pour l'Italie. On retrouve justement Émilie Rousseau au centre de performance. Émilie, bonsoir à vous. Le match de demain est l'un des grands chocs de cette 8e et dernière journée de la première phase de la Ligue des Champions cette saison. Oui, en effet, car les Rouges et Blancs s'apprêtent tout simplement à se mesurer à la meilleure défense de cette phase de poule unique. L'Inter a encaissé seulement un but en 7 rencontres, une défaite face au Bayer Leverkusen en toute fin de match. De son côté, après un début d'année compliqué, l'AS Monaco a renoué avec la victoire en Ligue des Champions et en championnat. C'est fort de leurs 2 succès consécutifs que les hommes d'Adi Hutter abordent cette rencontre. Ils veulent bien évidemment poursuivre sur cette lancée pour décrocher une bonne place au classement. Oui, car les Monégasques, comme l'Inter Milan, sont déjà, on le rappelle, qualifiés pour les barrages de la Ligue des Champions. Émilie, les hommes d'Adi Hutter peuvent-ils atteindre le top 8, synonyme de 8e de finale dans ce nouveau format de compétition ? Eh bien, selon le site de statistiques Opta, Monaco a 7% de chances de se qualifier directement pour les 8e. Le club de la Principauté est actuellement 10e au classement et une place dans le top 8 dépend de beaucoup de facteurs. La victoire est bien évidemment obligatoire demain et cela dépendra ensuite des résultats des autres équipes. L'espoir est là, mais cela s'annonce ardu quand même face à l'Inter qui est 4e au classement. On fera les comptes à l'issue de cette 8e journée. Et Inter Milan, AS Monaco, c'est ce mercredi à 21h dans le quartier de San Siro, stade Giuseppe Meazza. J-4 avant la finale du Super Sevens pour le MR7, le Monaco Rugby 7. Les joueurs se sont réunis ce matin au stade Prince Héréditaire Jacques dans le cadre de leur tout dernier entraînement en équipe avant le grand départ vers Paris. Gaëtan Lebrun et Julien Laugier étaient sur place. Des retrouvailles marquées par le renouveau pour l'équipe du Monaco Rugby 7. 6 mois après leur grand succès à Pau, les joueurs se sont retrouvés cette semaine pour préparer la grande finale de samedi. Au programme du jour, des exercices de psychomotricité, des simulations attaque-défense et beaucoup de jeux de ballon afin de créer le maximum d'automatisme entre des joueurs qui pour la plupart apprennent à se connaître. On a déjà des attentes qui viennent physiquement prêts parce qu'en 10 jours, même 8 jours, là ça fait 8 jours qu'on est ensemble, on ne peut pas faire une grosse différence. On n'a pas le luxe qu'on avait au mois d'août d'avoir 2 semaines ensemble. Donc là c'est vraiment de détails et connexions et puis en même temps on essaie quand même aujourd'hui par exemple à haute intensité on essaie de quand même galoper un petit peu, mais je pense que le plus important c'est savoir qui fait quoi, qu'on connaisse nos rôles et puis de là on essaie de construire quelque chose. L'effectif a accueilli 50% de nouveaux cette année pour pallier aux absences de nombreux joueurs retenus avec leur sélection pour les World Series. Toujours sous le coaching de James Kent, l'équipe a aussi accueilli un nouveau manager général, Yannick Nyanga, une figure emblématique du rugby à 7, qui sera un réel atout tactique pour l'équipe. Le Monaco Rugby 7 terminera donc sa préparation physique vendredi à Paris avec le traditionnel. Est au cœur des discussions à l'hôtel Méridien Beach Plaza. Une réunion a rassemblé en ce début de semaine des directeurs de tourisme de nombreuses villes d'Europe, comme vous l'expliquent dans ce reportage Fabien Bonilla et Alexandra Marangoni. La direction du tourisme et des congrès a reçu à l'hôtel Méridien de dimanche à mardi près de 60 directeurs du tourisme de villes européennes. Il s'agissait là de la 18e réunion de l'association City Destination Alliance. L'association City DNA a pour but de faciliter le partage d'informations et des bonnes pratiques au sein de l'industrie du tourisme. Ça se passe une fois par an, mais l'intérêt c'est que les décisions ici sont tous qui vont être évalués dans l'année. Et
Les décideurs sont ici à Monaco. Et pour nous, c'est vraiment pour être l'alliance préférable qui est là pour promouvoir la valeur de le tourisme. Ce sont des directions du tourisme de villes européennes. Et quand je dis de villes européennes, on va de Reykjavik à Porto et de Belfast à Varsovie. Donc on couvre vraiment une belle proportion de l'Europe. Et c'était important pour nous non seulement de montrer que Monaco est ouverte sur l'Europe, bien entendu, mais de partager l'expérience Monaco et d'avoir un vrai retour d'expérience avec nos pairs européens. Au total, 118 villes d'Europe sont membres de City DNA. Parmi les différents thèmes abordés, et pour clore cette réunion, une conférence sur l'innovation et les nouvelles technologies au service du tourisme telles que l'IA, les métaverses ou encore les réalités augmentées. Pour sa 26e édition, l'Association des parents d'élèves de Monaco a organisé son forum des séjours linguistiques à l'Auditorium Régnier 3. Une plateforme qui réunit toujours des acteurs clés du secteur de l'éducation et des langues pour permettre au mieux aux jeunes et aux parents d'organiser ces fameux séjours linguistiques. Julia Logier et Émilie Flamin étaient sur place. Partir à l'étranger pendant les vacances scolaires, et ce, depuis ses 5 ans. C'est l'objectif de ce forum qui revient chaque année. Stéphane et sa femme ont sauté sur l'événement. Ils souhaitent organiser un séjour pour leur fille et son ami. Je ne l'ai pas fait étant jeune, je le regrette aujourd'hui. Donc si je peux donner l'opportunité à ma fille et à sa copine donc, de partir. Oui, aujourd'hui l'anglais, voilà. Si on veut voyager, c'est la langue qu'il faut parler. Donc voilà, c'est très très important pour moi. Nous on a hâte de partir en Angleterre, de découvrir plein de choses et surtout de se faire des amis de différents pays. Un premier voyage linguistique également pour Lisette et Eleanora. Je pense que ça doit être bien de pouvoir se débrouiller à l'étranger, comme ça on apprend quand on est jeune et tout. Ça doit être cool, je pense. Et puis se débrouiller sans nos parents à l'étranger. Pour moi, c'est de socialiser avec les autres de nationalités différentes et apprendre un peu leur culture et un peu socialiser. Gemma est directrice de l'entreprise de séjour autour des langues. Pour elle, l'apprentissage des langues est important dès le plus jeune âge. Le plus tôt qu'on peut apprendre, le mieux c'est, parce que, par exemple, pour les très petits enfants, 3 à 4 ans, ils apprennent sans se rendre compte et sans accent. Après, un peu plus tard, vers nous, nos séjours commencent à 11 ans. C'est très bien de commencer à 11 ans, parce que là, il y a moins d'appréhension. Il y a moins de conscience, je pense, du regard des autres. Ils font des amis très facilement. Donc, tout est fait dans le jeu. Pour les ados, des fois, ils ont un peu plus d'appréhension s'ils ne sont pas partis avant. Donc, s'ils peuvent commencer tôt, c'est super. Chaque année, sur cette journée, plus de 500 visiteurs viennent au contact de ces entreprises pour trouver le séjour idéal pour leurs enfants. Hier soir, en conclusion des festivités de la Sainte-Dévote et dans le cadre, en ce moment même, du festival Mozart en Principauté, un concert à la bougie a eu lieu en la cathédrale de Monaco. Le reportage signé José Sacré, accompagné de Julien Logier. Le soir de la Sainte-Dévote à la cathédrale de Monaco, en présence du prince souverain, de l'archevêque de Monaco et de nombreuses personnalités, le festival Mozart à Monaco a célébré par un concert aux bougies l'anniversaire de Mozart, né le 27 janvier 1756 à Salzbourg. Après l'ouverture de l'opéra Lucio Silla, l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction de Diego Cereta, a interprété le célébrissime Adagio du concerto pour clarinette de Mozart avec en soliste Pierre Génisson. C'est un peu le plus grand des chefs-d'œuvre, le dernier concerto que Mozart a écrit, quelque part son testament musical. Et aujourd'hui, c'est une grande émotion que pour la Sainte-Dévote, à la cathédrale de Monaco, on puisse démarrer le concert avec ce deuxième mouvement qui est chargé d'émotions, d'une grande simplicité et en même temps avec un profond discours d'amour et d'unité pour les peuples.
Après la soprano Emoke Barat qui a interprété l'Exultate Jubilate de Mozart, le Coro del Friuli Venezia Giulia a terminé ce concert spirituel avec la messe en do majeur Köchel 167 et le sublime Ave Verum de Mozart. Vous savez, il y a quelque chose de magique dans la musique de Mozart, c'est la joie que ça transmet au public. Et pas qu'au public, c'est un peu un médicament même pour nous en tant qu'interprètes de jouer ces quelques lignes qui sont d'une grande pureté et d'une grande simplicité. Et ça fait du bien à l'âme, et c'est ça qu'on essaie de transmettre. Enfin, juste avant votre météo préparée par Christine da Petit-Homel, comme le veut la tradition, on termine ce journal en images avec la cérémonie des vœux de la direction de la sûreté publique en présence du prince Albert II. Les photos sont signées Manuel Vitali. On se retrouve demain, 19 h, pour un tout nouveau journal. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous, et plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous. Eh bien, demain, le temps sera au beau fixe, un beau soleil le matin, quelques légers nuages dans l'après-midi, mais rien de bien méchant. Des températures assez douces puisqu'elles seront comprises entre 7 et 13 degrés. Et puis sinon, demain, nous fêterons les Gildas. Alors, qui était Gildas? Gildas, eh bien, est un saint chrétien, bien évidemment, breton, un écrivain breton, qui fut surnommé le saint Gildas le Sage, puisque ses écrits ont marqué l'histoire. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.